Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nos compatriotes légitimement en ont ras-le-bol de la fraude. C'est le salarié qui paye ses aides. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça le modèle social. J'aurai d'ailleurs l'occasion, avant la fin de ce premier trimestre 2023, de présenter un plan de lutte contre toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières. Combien coûte cette fraude ? Eh bien, selon le ministère de l'économie et des finances, la fraude fiscale en France a atteint l'an dernier 14,6 milliards d'euros. Quant à la fraude sociale, les pouvoirs publics ont détecté et donc évité 1,6 milliard d'euros de fraude. Quand vous avez quelqu'un qui déclare 70 enfants et qui se fait piquer seulement au bout de la 70e reconnaissance de paternité, c'est pas parce qu'il a une activité sexuelle brillante, c'est parce qu'il fait partie d'un trafic. Organisons mieux l'échange de données, de façon à ce que plus personne puisse déclarer 70 enfants. Et le gouvernement qui se frotte à l'immigration illégale, à la fraude fiscale et sociale avec quelques mesures annoncées par le gouvernement, durcir les conditions d'accès au regroupement familial par exemple, faciliter les expulsions d'étrangers délinquants, mener à terme la réforme de la RSA et puis du RSA et empêcher les transferts d'allocations vers des comptes domicile à l'étranger, des annonces qui interpellent encore et encore Philippe. Avec les réactions de l'opposition de gauche, pour LFI, le gouvernement reprend les éléments racistes de l'extrême droite et fait diversion au profit des super profits. Certains estiment même qu'en présentant ce genre de mesures, le gouvernement souhaite séduire la droite française. Alors est-ce que pour vous, le gouvernement met un peu trop le cap à tribord ou il a raison parce que c'est ce que les gens attendent de lui? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et à cette question sur Renaissance, est-il en train de se radicaliser? Pour l'instant, c'est 50-50. C'est plutôt très étonnant. Vous continuez bien entendu de voter sur notre compte Twitter. Et pour ce faire, nous invitons à Luc Rouban, qui est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF et auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Bonsoir Luc Rouban, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. À cette question, Philippe Bilger, de se dire que le gouvernement durcit le ton sur des sujets qui divisent beaucoup. Est-ce qu'il est en train de se radicaliser? Alors, à mon sens, on pourrait avoir une vision optimiste, c'est-à-dire considérer que après des années, le gouvernement et notamment ce macronisme que j'ai jugé souvent sulpicien découvre enfin le réel et est prêt à mettre en action une politique cohérente et ferme. Et puis on peut avoir une vision plus cynique, tactique, qui fait que, ayant compris qu'en réalité, le danger, me semble-t-il, n'étant plus à gauche, grâce ou à cause de Jean-Luc Mélenchon, qui probablement est en train de rendre la gauche et l'extrême gauche finalement très déficitaires, considérant que les Républicains ne sont plus l'adversaire principal, eh bien, il fait une politique pour damer le pion, croit-il, de manière décisive au Rassemblement national, puisque, paraît-il, l'ambition d'Emmanuel Macron, ça n'est surtout pas de laisser la place à Marine Le Pen. Et René Chiche. Alors, il y a quand même plusieurs choses à dire, si je peux me permettre. Déjà, c'est un gouvernement qui, dans ce domaine, devient à la fois pragmatique, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème en termes d'immigration, de fraude sociale, etc. Même si ça fait depuis longtemps qu'on parle de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. C'est pas le gouvernement Macron qui innove dans ce domaine. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Moi, je pense, effectivement, il y a quand même une arrière-pensée politique. En vue des élections présidentielles 2027, il faut que la Macronie, j'aime pas ce mot, mais enfin on va l'appeler comme ça, contre les arguments du Rassemblement national, parce qu'en plus, dans son électorat, qui est à la fois un électorat quand même de centre et même de centre-gauche, il y a quand même une véritable attente en termes d'autorité et d'immigration. Donc le gouvernement doit montrer des actes. Donc je pense que c'est important que le gouvernement le fasse. Et dernière chose, s'il y en a un qui se radicalise finalement, ce n'est pas Macron pour moi, c'est finalement, vous savez qui? C'est Fabien Roussel. Fabien Roussel qui, lui, en termes de lutte contre l'immigration, etc., montre qu'il a vraiment, lui, viré sa cutie. Et là, on l'a pas tellement entendu, j'ai l'impression, lorsqu'il y a eu, vous parliez des condamnations par LFI, où est Fabien Roussel? Il a dit quelque chose sur ces mesures du gouvernement? Non, parce que finalement, lui aussi a compris que dans son électorat, la lutte contre l'immigration, la lutte contre les fraudes, d'ailleurs c'est son discours maintenant, c'est son discours. Donc finalement, c'est que Fabien Roussel pourrait très bien rentrer dans un gouvernement de Macron, finalement, au bout du compte. Vous pensez que toute la classe politique française se droitise? On vous attend au 0826 300 300. Virginie Calmel. Moi, j'aurais tendance à dire enfin.
enfin, parce que le problème d'Emmanuel Macron et de son gouvernement depuis le début, c'est un angle mort complet sur les sujets régaliens. Et mine de rien, ça nourrit un terreau de revendications parce qu'il n'y a rien de pire que le constat de l'injustice. Et à un moment donné, on a des personnes dans notre pays qui clairement... depuis longtemps, s'amusent des règlements pour les contourner, pour bénéficier ou pour frauder, parce que la fraude, c'est bien le sujet. Et je crois que franchement, pour tous les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent ou qui vivent difficilement, c'est quand même pas évident de constater, et on le sait, qu'on a beaucoup plus d'assurés sociaux et de cartes vitales que de nombre de Français. Donc, et ça c'est un exemple parmi c'est les livres de Charles Prats, par exemple. Charles Prats a quand même écrit des livres qui sont d'ailleurs assez documentés et très épais, et on avait un peu l'impression que tout le monde s'en moquait. Donc moi j'aurais tendance à dire peut-être que Philippe Bilger a raison, et qu'il y a bien sûr derrière sans doute un peu de cynisme politique, mais à la limite, quelle que soit la motivation, moi j'ai envie de dire il est temps que quand même les gens se disent enfin on va un peu trier le bon gré de l'ivraie. Il y a des gens qui fraudent et qui doivent être durement réprimés au sens sanctionnés, bien sûr, et que ce n'est plus possible d'entendre que des retraites sont versées à des gens qui sont partis faire le djihad, que c'est plus possible d'avoir des gens qui touchent des retraites alors qu'ils sont décédés. Enfin, il y a des rapprochements au 21e siècle de fichiers numériques qu'on ne comprend pas. Moi, franchement, je ne comprenais pas pourquoi c'était pas fait, donc j'ai envie de dire bravo pour une fois à ce qui est en train de se passer. Luc Rouban, que ce soit l'immigration, la fraude sociale, c'était plutôt très très à droite, et puis la fraude fiscale très très à gauche. On a l'impression que le gouvernement va essayer de réconcilier les deux irréconciliables. C'est le en même temps. Oui, enfin bon, moi je pense qu'en fait il ne s'agit pas d'une radicalisation, parce qu'il faut voir que par rapport à l'opinion publique, vous savez, vous avez une très grande majorité des Français qui estiment qu'il y a trop d'immigrés en France, qu'il n'y a pas assez de régulation des flux migratoires. Il y a trop de fraude à la fois fiscale et de fraude sociale. Alors, évidemment, le sujet de la fraude, il est complexe, parce que quand on parle de fraude fiscale, effectivement, ça renvoie plutôt à la gauche, et au fait que certains, sans frauder, optimisent sur le plan fiscal leurs revenus ou leur patrimoine. Alors ça, c'est tout le débat sur, n'est-ce pas, les super riches, ou les très gros patrimoines, etc., avec notamment la suppression, enfin du moins la transformation de l'ISF par Emmanuel Macron, pas décrié par la gauche, mais c'est vrai que vous avez aussi tout le volet fraude sociale qui, en fait, est mal connu, mais on sait bien que c'est un iceberg avec les 9/10 qui sont en fait tout à fait, je dirais, opaques et qui nécessitent de véritables enquêtes. Et ça, ce thème, il rejoint évidemment celui de l'immigration. Mais en réalité, globalement, on est en plein dans le discours de Marine Le Pen et du Rassemblement national. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas la radicalisation, c'est pas du cynisme non plus, c'est tout simplement un mouvement politique qui s'appuie sur la droitisation de l'opinion, qui prépare déjà, en fait, la succession d'Emmanuel Macron pour 2027. Et, semble-t-il, une succession qui sera une succession d'une droite relativement musclée, et non pas de centre-droit. Parce que là, le débat peut se poser. Qu'est-ce qui va succéder au macronisme? Est-ce que c'est un centre-droit assez libéral, assez cool, détendu, etc., à la Giscard? Ou est-ce que c'est beaucoup plus une droite, je dirais, autoritaire? Et je pense qu'on va plutôt dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on attend une droite molle, Virginie Calmels? Pardon, mais alors moi vraiment je suis pas du tout d'accord quand on met autant dans des cases ce type d'action. C'est-à-dire qui est pour la fraude? En fait, je penserais la question à l'envers. Qui dans ce pays pense que c'est bien de frauder? Disons autrement, c'est du vol. Alors du vol à l'État, mais c'est du vol. Donc il y a un moment donné dire du vol que à l'État, c'est nous aussi. Oui, c'est-à-dire aux gens. Mais je veux dire, moi j'avoue que j'ai du mal et j'aime pas d'ailleurs cette, même si c'est vrai que politiquement, la fraude sociale est plutôt dénoncée par la droite et la fraude fiscale plutôt par la gauche. Mais normalement, pardon, mais alors là, et je suis pas tellement une adepte du en même temps, mais pour moi, c'est ni de droite ni de gauche. C'est un problème de respect des règles.
franchement, vous dépassez de 5 km/h, vous avez une amende, d'accord? Donc tout le monde comprend ça. Et ça agace déjà beaucoup nos automobilistes. À ce moment-là, pourquoi on laisse des gens percevoir des indemnisations dont ils n'ont pas cotisé pour, ils ne le méritent pas, frauder à la carte sociale, se faire payer par l'AME des dépenses qui ne devraient pas rentrer dans l'aide d'urgence médicale et ainsi de suite. C'est un problème de justice. Pour moi, c'est plus un problème de gauche-droite. Et le côté se radicaliser simplement parce qu'on veut faire respecter des lois, moi, ça me paraît terrifiant, ne serait-ce que dans l'acception même de ce qu'est le bien, le mal. On a perdu tous nos repères. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne paye pas son ticket de métro, ils volent. Si vous ne payez pas dans un magasin, vous êtes... Donc, je ne comprends pas ce débat de gauche-droite. Pour moi, c'est un problème de justice et je crois qu'il y a trop de gens qui trouvent que depuis trop longtemps, on ne s'est pas attaqué à quelque chose qui est injuste. Philippe moi, je vous rejoins, Virginie, mais on voit bien pourquoi la gauche est obsédée par la fraude fiscale et la droite par la fraude sociale. Oui, même si la fraude fiscale touche des gens de droite, de gauche, voilà. Mais symboliquement, la fraude fiscale, ce sont les riches, et la fraude fiscale, la sociale, mais ce sont les pauvres ou les modestes. Mais Luc Rouban, j'aimerais vous demander, est-ce que ça veut dire qu'au regard de ce qui n'est pas une radicalisation, vous avez raison de le souligner, que Emmanuel Macron a complètement occulté dorénavant une politique qui pourrait être au moins approuvée partiellement par la gauche pour 2027? Je pense que de toute façon, Emmanuel Macron est en train de préparer le terrain pour une reconquête complète de l'espace des droites. Et donc, en fait, son adversaire principal, effectivement, c'est le Rassemblement national. Donc, à défaut de voir réémerger une gauche social-démocrate qui sortirait de l'orbite de la NUPES ou de LFI plus particulièrement, eh bien, c'est vrai que, dans le fond, le déploiement de l'après-macronisme se fera du côté de la droite. Alors, je suis désolé, mais le clivage gauche-droite, il existe, et notamment chez les électeurs, notamment en termes de valeurs. Oui. Alors, on peut très bien dire tout le temps, sans arrêt, ça n'existe pas. Quand on fait des enquêtes, on voit bien qu'il y a des grosses différences en matière d'immigration, de fiscalité, etc. Donc, en réalité, l'espace de déploiement aujourd'hui de l'après-macronisme se fait à droite. Donc effectivement, oui, je suis d'accord. Je pense que dans le fond, il a abandonné l'idée que ces anciens électeurs socialistes qui s'étaient ralliés à son étendard en 2017 et un peu moins en 2022, dans le fond, maintenant sont perdus. Et donc, dans le fond, oui, on n'est plus... Mais vous savez, il faut bien comprendre une chose. Si vous faites justement un panorama de l'opinion publique française aujourd'hui, globalement, d'Emmanuel Macron jusqu'à Éric Zemmour, vous avez 70% de l'opinion, c'est ça. Et en fait, l'ensemble des droites radicales, ça fait 30%, c'est-à-dire l'équivalent, en fait, de l'ensemble des gauches, je dirais, de l'extrême gauche jusqu'à Yannick Jadot, jusqu'à Anne Hidalgo, disons ce qui reste du Parti socialiste. Voilà. Notre auditrice du jour, Maude, au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez, Maude ? Alors moi, je rejoindrai Monsieur Luc Roubaud parce que je suis assez d'accord avec lui et je pense en fait que c'est plutôt une manœuvre politique parce que si quelque chose avait dû être fait, ça aurait déjà été fait. Parce qu'on peut le faire si on voulait vraiment, s'il y avait une véritable volonté en fait d'agir, ça aurait déjà été fait. Mais il faut récupérer l'électorat parce qu'avec la réforme des retraites, ça a bien cassé l'ambiance pour eux. Et effectivement, je pense que c'est vraiment une manœuvre politique. Mais est-ce que vous croyez pas, je vous pose une question à toutes, c'est à Luc Rouban, il y a quelques mois, il dit à Marine Le Pen en plein débat à la télévision, vous êtes un peu molle ou vous êtes trop molle, et hier il trouve que c'est Mélanie qui est trop molle, Mélanie que certains comparaient à Mussolini quand elle est arrivée au pouvoir. Est-ce que c'est vraiment de la provocation ou pas pour vous ? Non, je pense qu'en fait, je pense pas. Je pense que le mercato de l'après-macronisme est ouvert et que dans le fond, chacun essaie de se positionner. Donc Gérald Darmanin se positionne, Bruno Le Maire se positionne, lui, avec des bouquins dont on peut apprécier la qualité de manière différente pour les lecteurs. Voilà. Ne dites pas de mal de ce grand roman. Se positionner, voilà. Et je pense que ce positionnement, cette critique de Giorgia Meloni, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'en fait, Giorgia Meloni, c'est évidemment pas Mussolini. Ce qui se passe en Italie, c'est évidemment pas du fascisme. Bon, si vous allez à Rome, vous avez encore les libertés publiques et vous n'êtes pas dans un régime fasciste. Donc,
Faut faire un peu de science politique, faut être un peu rigolo dans les concepts. Donc, si vous voulez, globalement, s'il attaque Mélanie, qui dans le fond, alors c'est ça qui est curieux, parce que même Marine Le Pen maintenant réfute l'expérience Mélanie. Bon, elle n'aime pas trop Mélanie parce que bon, elle est peut-être trop pro-européenne. Bon, enfin bref, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est encore plus radical que l'extrême droite italienne. Enfin, disons la droite radicalisée italienne. Donc non, ça, ce sont des prises de position pour dire, l'État c'est moi. Et je pense que derrière tout ça, il y a quand même cette idée, je pense, très important de réaffirmer l'autorité de l'État, qui là, c'est vrai, a subi quand même un certain nombre de mises en cause avec l'affaire de l'Ocean Viking, avec un certain nombre d'affaires qui montrent que l'État a quand même perdu la main, avec quand même cette idée que dans le fond le macronisme, c'est l'affaiblissement de l'État et c'est la toute-puissance des marchés. Oui, mais justement, Luc Ruban, on se demande si c'est l'espèce de coup d'éclat, c'est pas pour dire, on enfonce les retraites, il faut qu'on annonce des choses et on va parler d'autres choses et on va l'annoncer avec grandiloquence en fait. Est-ce que c'est pas un peu de l'esbrouf? Est-ce que finalement ça va aller au bout? Écoutez, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il est un peu tard pour se réveiller parce qu'effectivement, la situation des services publics et la situation de l'État, d'une manière générale, elle est quand même assez lamentable depuis quand même plusieurs années. Donc c'est vrai que, ça, si vous voulez, le problème est de savoir comment rééquilibrer à la fois le côté régalien et le côté social, dans une situation qui est quand même aujourd'hui politiquement extrêmement complexe, c'est difficile. Ouais. On a un problème de son. On a un problème de son, Luc Ruban. Ne bougez pas. On vous entend plus haut. Je voulais juste dire une petite chose. Excuse-moi de vous interrompre. En fait, là, dans ce sujet, le gouvernement Macron fait exactement en même temps. Il lutte contre les fraudes fiscales et les fraudes sociales. Donc, il fait du en même temps. Ça ne me change pas. Par contre, j'ai l'impression que le gouvernement a visiblement en exemple, et on l'entend souvent là chez plusieurs responsables du gouvernement, l'exemple danois. Parce que les Danois ont réussi à réduire le vote pour l'extrême droite avec des mesures justement d'immigration très forte. Exactement. Je crois que le vote est passé de 20 à 3 ou 4%, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu plusieurs ministres prendre en référence l'exemple danois. Et moi, je reviens quand même à une chose. Et je ne sais pas si monsieur Luc... il est parti, Luc Ruban, pardon. On a un problème de liaison. Oui, très bien. Écoutez, alors tant pis, je voulais vous poser une question par rapport au Parti communiste. Un mot. Moi, je réfute quand même l'idée que, sous prétexte qu'on ne l'a jamais fait, alors du coup, on aurait dû le faire avant. Mais la politique, c'est justement de faire. Et si on fait trop tard, mais faisons quand même. Oui. Donc moi, je ne peux pas en vouloir aujourd'hui aux macronistes de s'attaquer aux vrais problèmes de la France. Si, comme le disait tout à l'heure le monsieur du Cevipof, on a 70% de l'opinion qui attend des mesures de droite. Écoutez, moi, étant de droite et voulant plutôt ces mesures, je me dis si la Macronie les met en œuvre, tant mieux pour le pays. Alors évidemment, ça perturbe le jeu politicien. Mais les Français, ils s'en moquent. L'important, c'est qu'effectivement, on lutte contre la fraude. Là où je ne rejoins pas la Macronie, c'est quand on nous annonce qu'on va durcir les règles de regroupement familial, alors que, mais la Macronie a voté une loi en 2018 sur l'immigration qui élargissait le regroupement familial aux frères et aux sœurs. C'est pour ça que je ne suis pas dans le en même tentisme et que je pense qu'il est temps qu'Emmanuel Macron clarifie sa ligne politique. Il me semble qu'il doit faire un accord de gouvernement avec la droite pour droitiser sa politique et donner un cap à la France qui soit plus à droite. Merci beaucoup. Merci Luc Ruban d'avoir été avec nous, directeur de recherche CNRS au Cevipof et auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup et désolé pour ce problème de son. Vous restez avec nous. Dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Le quiz. J'ai dit le quiz. J'ai dit le quiz, monsieur. Il y a du la quiz. La quiz. Exactement. Excellente celle-là. Virginie. Je dis juste à tout de suite.